Bon bah voilà, après les flops, on va passer au top. Et bonjour à tous, on va enfin parler des meilleurs films de l'année. Alors comme d'habitude, plusieurs petites précisions, il s'agit des films que j'ai vus, et j'en ai vu pas mal. 116 pour être précis, et je sais pas pourquoi, mais j'ai gardé les tickets, et ça représente ça. Regardez-moi ça si c'est pas beau. 116 films au cinéma. J'en ai gardé 10 pour ce classement parce que c'est un top 10, mais bien sûr j'en ai aimé bien plus, et c'était compliqué d'en garder seulement 10. Du coup, entre la deuxième et la première place, je vais garder un petit temps pour mentionner d'autres films que j'ai adoré cette année et qui malheureusement ne sont pas dans ce top 10. Et bien sûr, il s'agit d'un top 10 et la place que vont avoir les films dans mon classement est assez subjective, et vous, peut-être que dans votre classement, les films ont une autre place que dans le mien, mais après tout, on s'en fout, le but c'est qu'on puisse avoir des films en commun, et qu'un film soit placé à la 3ème plutôt qu'à la 7ème place, en soi qu'importe. Enfin voilà, je pense que c'est à peu près tout, et on va commencer. Je le dis aussi, mais je suis assez content de mon top cette année. C'est gratuit, vous en faites ce que vous voulez. On commence avec la 10ème place, et elle est pour Mission Impossible Fallout. Alors oui, c'est assez étonnant, et quand je regarde le reste du classement, on dirait presque que le film est hors sujet. Mais d'un autre côté, ça ne m'étonne pas, parce que Mission Impossible Fallout est un excellent film, mais aussi le meilleur film d'action de l'année. Et je me retrouve un peu con, parce que je me souviens parfaitement du Guillaume à l'époque de Mission Impossible 4 Protocole Fantôme, parce que j'arrêtais pas de dire que ça ne servait à rien de continuer après le 3ème opus, et que tout ce qu'ils allaient faire c'était de tirer sur la corde. Et bah je lui foutrais une gigabaffe à ce Guillaume. Parce que déjà, avec Rogue Nation, Christopher McQuarrie avait bien récupéré le bébé. Mais là, on est vraiment dans une sorte de surconfirmation avec Fallout. Et on n'est pas dans un film d'action con-con, et je vous rejoins peut-être un peu sur le final qui peut être too much, mais sinon, pour tout le reste, on cherche à nous en mettre plein les yeux tout en restant crédible. Paris est sublime, on retrouve certains plans montrant vraiment le plus beau visage de notre capitale. C'était l'ambition du réalisateur de rendre hommage à la France et à Paris, suite aux événements malheureux qu'on a connus ces dernières années, et l'hommage est totalement réussi et fait plaisir à voir. Sinon, on a plein de scènes marquantes. Le combat à main nue dans les toilettes, la course-poursuite dans les rues de Paris, le final et les cascades de Tom Cruise. Le ton du film est aussi très différent par rapport au reste de la saga. On va être sur quelque chose de bien plus posé. On va plus jouer sur le drama, sur l'émotion, sur la contemplation. Il y a aussi un super travail sur le son, sur les personnages qui sont toujours aussi cool. Mission Impossible Fallout est aussi surprenant parfois, et je pense bien sûr à la scène d'intro, où je me suis fait totalement avoir. Enfin voilà, Mission Impossible Fallout est le meilleur film d'action de 2018, et certainement aussi, en tout cas à mes yeux, le meilleur film de la saga. On passe à la 9ème place, et alors là vous allez voir qu'on va totalement changer de registre. Il s'agit de Phantom Thread. Reynolds has made my dreams come true, and I have given him what he desires most in return. Every piece of me. Alors celui-ci, il peut diviser. D'ailleurs, teasing, le prochain va forcément diviser. Alors Phantom Thread, oui, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont trouvé ce film chiant. Comme j'ai pu trouver pour ma part Silence de Martin Scorsese horriblement chiant. Mais c'est un film qui m'a totalement fasciné. De par son duo d'acteurs, mais aussi par son ambiance. Du coup, ouais, au vu de ce que le film raconte et de l'histoire d'amour entre Woodcock et Alma, je comprends que beaucoup de personnes puissent trouver ça grotesque. C'est un style de couple que je n'ai jamais vu. Je sais pas d'ailleurs s'il y a des couples qui vivent de la sorte, mais c'est assez flippant. C'est un film qui est bien réalisé, qui est super bien cadré, les musiques aussi, les musiques sont top. On a tous travaillé sur les jeux de regard, sur l'évolution de ces personnages. C'est très profond comme œuvre. On pourrait presque penser que le film ne sait pas sur quel pied danser. On sait pas si ce qu'on est en train de regarder est mignon ou alors c'est grotesque. Mais c'est ce qui fait sa beauté. Paul Thomas Anderson creuse ses thématiques et en fait ressortir les bons côtés, mais aussi les mauvais. Le long métrage est aussi très tourné vers la nourriture. Et là j'avoue, je me suis pas reposé dessus et je ne sais pas pourquoi. C'est un super film qui a reçu pas moins de 6 nominations aux Oscars 2018. Il en a chopé qu'un seul pour les costumes qui étaient totalement mérités. C'est pas forcément le film que je vais remater chaque année. C'est pas forcément non plus celui que je vais conseiller à mes potes tant il peut diviser. Mais il n'empêche qu'il s'agit d'une de mes expériences marquantes de 2018. Pour l'évolution des personnages et pour l'évolution de l'ambiance du film, qui passe de glacial à glauque vers la fin. Et c'était normalement le dernier film de Daniel Day-Lewis, monument du cinéma, 3 Oscars du meilleur acteur, voilà. On passe à la 8ème place et là je sais que ça va être la guerre, mais ce sera pour Ready Player One. Like many of you, I only came here to escape. But I found something much bigger than just myself. Are you willing to fight?
Bonsoir. Oui, c'est un très bon film, il est dans mon top. Mais de là à entendre que c'est le meilleur film de l'année, malheureusement je suis pas avec vous. Dans une de mes dernières vidéos, je disais justement que les films surcotés de l'année étaient Black Panther et Bohemian Rhapsody. Mais Ready Player One a un degré bien plus faible, mais petit surcotage aussi. Donc déjà oui, c'est bien. Et en tant que passionné de jeux vidéo et de culture pop, forcément ça me parle. C'est un délire très geek, on va retrouver toutes ces références à la culture pop, il y a énormément de références et je les aurais jamais toutes. Elles sont bien placées, c'est souvent en second plan et ça n'exclut pas les gens qui ne sont pas dans le délire. Sauf toute la partie sur Shining qui est totalement inattendue et totalement folle. Mais ouais, si vous n'aviez pas vu Shining avant de voir Ready Player One, vous avez raté un truc. Sinon, Spielberg s'éclate à la réalisation. On a des plans séquences et des mouvements de caméra qui sont totalement fous, et je pense forcément à la course de voiture que l'on va retrouver très tôt dans le long métrage. Ce que je reproche au film, c'est surtout dans sa partie réelle d'avoir une histoire qui n'est pas assez profonde. Ça manque de profondeur au niveau des personnages, de la thématique du monde virtuel. Quels sont les bienfaits et les conséquences de cette réalité virtuelle? On sent que l'intrigue, dont d'ailleurs dans le livre s'écoule sur plusieurs mois, a été condensée pour que ça tienne sur un film. Et je pense que j'aurais adoré que cette histoire soit en deux parties. Ça se fait assez rarement, mais comme Kill Bill. C'est dommage, mais ne boudons pas notre plaisir. Ready Player One reste un super film de 2018. Et j'ai même plutôt bien aimé les CGI, alors que généralement si tu me mets des cinématiques de jeux vidéo dans un film, ça me fait chier. Mais là, de manière assez étonnante, ça allait, et je pense que ça va mettre un petit peu de temps à vieillir. Donc voilà, Ready Player One, oui. Film de l'année, non. On passe à la 7ème place, La forme de l'eau. We're created in the Lord's image. You don't think that's what the Lord looks like, do you? This creature is intelligent, capable of language, of understanding emotions. La forme de l'eau, pareil que pour Ready Player One, très bon film. Oui, film de l'année, non. Même s'il a eu aux Oscars 2018 13 nominations, et c'est pas rien. La forme de l'eau est une nouvelle œuvre majeure dans la filmographie de Guillermo del Toro, qui a d'ailleurs chopé les Oscars du meilleur réalisateur et du meilleur film. C'est une œuvre qui est belle, qui est touchante, qui est remplie de messages renvoyant à notre société, avec une fin ouverte qui laissera votre imagination donner une suite à celle-ci, ou pas. On va revenir sur 3 choses qui m'ont vraiment marqué dans le film. Alors déjà de 1, les décors qui ont d'ailleurs été oscarisés. L'appartement d'Elisa tout particulièrement, et on a aussi toutes ces scènes qui sont sous l'eau, qui sont très jolies. D'ailleurs, mention spéciale au plan séquence en début de film, on va se retrouver sous l'eau et on va justement terminer dans l'appartement d'Elsa, l'appartement d'Elisa. On respecte les noms des personnages. Alors de 2, je retiens aussi la BO d'Alexandre Desplat qui nous offre l'une des plus belles BO de l'année tout simplement. On a cette musique qui est à la fois mystérieuse et super attendrissante, avec tous ces sifflements qui me sont encore restés en tête. Et j'ai bien dit l'une des plus belles BO de l'année parce que cette année, on a eu une musique exceptionnelle et on en reparlera plus tard. Faut que j'arrête de faire du teasing, ça ressemble presque à du spoil. Et de 3, une réplique de Michael Shannon qui caractérise totalement le personnage, qui le présente simplement en une phrase. On va avoir son personnage qui va aller aux toilettes et qui va sortir en gros cette réplique. En gros, sur Terre, il y a deux types d'hommes, ceux qui se lavent les mains après avoir été pissés et ceux qui se lavent les mains avant d'aller pisser. Et que fait Michael Shannon? Il va se laver les mains, il va uriner, puis il s'en va. Voilà, c'est tout con, mais simplement avec une réplique et un geste en quelque sorte, on te caractérise, on te présente déjà ce personnage. Et ça m'a marqué. Donc voilà, La forme de l'eau mérite tout ce qui lui est arrivé cette année. Même si quand même, cette année, l'Oscar du meilleur réalisateur, je l'aurais quand même donné à Christopher Nolan pour Dunkerque. On passe désormais à la 6ème place et je vois que l'heure tourne, donc on va essayer d'accélérer un peu le rythme. Et nous allons parler de Burning. 연기처럼 사라졌어. Ce film a été ma surprise de l'été. J'ai pris un plaisir monstrueux à suivre ce triangle amoureux entre les 3 personnages principaux. J'ai été totalement pris au jeu, à essayer de savoir où le film voulait m'emmener. Parce que ouais, je m'en souviens encore, mais au bout d'une heure, j'essayais encore de comprendre ce qu'on essayait de me vendre. C'est un film, et ouais, je l'avais caractérisé comme ça, c'est un film captivant. Que ce soit par son histoire, qui va d'ailleurs se transformer petit à petit en une sorte d'enquête thriller, mais aussi par sa photographie et ses jeux de lumière qui sont splendides. C'est une œuvre à ambiance, une œuvre qui est surprenante, et ne vous attendez pas à avoir une résolution par rapport à ce que vous êtes en train de voir, et c'est à vous en quelque sorte de vous créer votre propre histoire avec les quelques pièces de puzzle que l'on va vous donner. Encore une fois, le cinéma sud-coréen nous offre quelque chose de grand. C'est un long métrage que je reverrai dans ma vie, ça c'est sûr, il y a encore plein de choses à creuser, et j'aurai le plaisir
plaisir de retrouver ce triangle amoureux entre cette femme et ces deux hommes qui sont totalement différents, l'évolution dans les relations de ces personnages et tous ces petits mystères qui vont surplomber le tout. C'est un film que je vous conseille et j'espère que vous aurez la curiosité d'aller voir ça si ce n'est pas déjà fait. Et en plus de ça, peut-être que pour certains d'entre vous, ça servira d'introduction au cinéma sud-coréen qui est super intéressant. On passe à la 5e place et encore une fois, merci Damien Chazelle puisqu'il s'agit de First Man. Got this under control. You don't have anything under control. What's going on, Neil? Alors en fait, je vais commencer par dire que je suis assez triste des résultats du film au box-office. Il a rapporté tout juste 100 millions de dollars pour 60 millions de budget sans compter les frais marketing, et je ne sais pas pourquoi ça n'a pas pris, et pour vous donner un ordre d'idée à propos de cette décennie, Gravity, Interstellar et Seul sur Mars ont rapporté à eux trois minimum 600 millions de dollars. Et là pour First Man, je le rappelle, c'est 100 millions de dollars, c'est minimum 6 fois moins. Pourtant le film est porté par Ryan Gosling, qui n'est pas non plus le plus impopulaire des acteurs, et réalisé par Damien Chazelle. Et d'ailleurs, après le carton de La La Land, ça fait mal et comme quoi tu peux te retrouver un jour tout en haut et puis tomber le jour suivant. Et puis bon, même tomber, c'est pas forcément le mot parce que le film est top, mais ça n'a pas pris que ce soit au box-office et même en termes de distinction. Le long métrage a été boudé aux nominations des Golden Globes et il a intérêt de choper des nominations aux Oscars parce que sinon c'est pas possible. Pareil, j'ai été voir le film avec un ami qui lui a trouvé ça chiant et je peux le comprendre. Mais il y a un truc qui fait l'unanimité et c'est le dernier tiers du film et donc le voyage vers la Lune, qui fait partie des moments les plus marquants, les plus spectaculaires, les plus magiques de 2018. Que ce soit pour la réalisation et la mise en scène de Chazelle qui essaye de nous mettre dans la peau d'Armstrong durant tout le film, mais aussi et surtout pour la musique de Justin Hurwitz, cette musique qui s'appelle The Landing et qui est la plus belle chose que l'on a entendue au cinéma cette année. Donc voilà, grand moment de cinéma de 2018. Très déçu pour le box-office et j'espère que les Oscars n'oublieront pas ce film. On approche du podium et la 4e place est pour Ghostland. Stop running away! Et là c'est bon, on va rentrer dans les films que j'ai bien aimés du début à la fin. Et Ghostland a été ma meilleure expérience horrifique de l'année 2018. Et c'est français, c'est Pascal Laugier, et pareil, en termes d'entrée, je suis déçu que ça n'ait pas pris. Faut dire que le film a été super mal distribué. Alors Ghostland, dans un registre un peu différent, a été mon grave de 2018. C'est un long métrage qui m'a retourné dans tous les sens. De par sa violence retransmise à l'image, mais aussi par son rythme infernal, qui personnellement me rappelait Mother à certains moments lorsque tout commençait à partir en couille. C'est un long métrage intelligent fait par un amoureux du cinéma d'horreur, et si vous aimez le genre, vous devez voir ça. Je pense que c'est un film que j'ai recommandé à une centaine de personnes cette année qui aimaient les films d'horreur, et qui n'ont pas vu Ghostland bien évidemment. Les acteurs sont vraiment crédibles, et si je parle de ça, c'est parce que oui, Mylène Farmer est aussi très convaincante. Ghostland vous surprendra aussi de par son histoire, et par aussi ses nombreux retournements de situation. Et pour un film du genre, c'est assez rare qu'on arrive à nous surprendre avec le scénario. Et pour couronner le tout, nous avons aussi un super travail sur les décors et sur le son, indispensable pour la création d'une atmosphère pesante et angoissante. Donc je le répète encore, si vous aimez les films d'horreur et que vous n'avez pas vu Ghostland, prenez le temps de vous poser devant, c'est brillant et je ne pense pas que vous serez déçus. On va passer enfin à la 3e place du podium, il s'agit de Spider-Man New Generation. It's mine. If I don't destroy the collider, none of us will have a home to go home to. Remember, what makes you different Let's go! is what makes you Spider-Man. Alors c'est déjà la 3e fois qu'on va parler du film sur la chaîne ce mois-ci. On va essayer d'éviter les répétitions. Mais en tout cas oui, vous pouvez retrouver sur la chaîne la critique de ce film, mais aussi dans mon classement 2018 des meilleurs films Marvel DC, et j'avais classé Spider-Man premier. Oui, c'est le meilleur film de super-héros devant Infinity War cette année. Et en vrai, pour m'arrêter un petit peu sur cette vidéo, je pensais que ça allait vachement plus faire gueuler dans les commentaires. La plupart des gens comme moi ont adoré Avengers, mais majoritairement tout le monde a l'air de reconnaître que oui, ce Spider-Man est le meilleur film de super-héros de l'année. Que ce soit pour son histoire, pour sa bande originale ou son style visuel, Spider-Man New Generation est innovant et nous propose vraiment quelque chose de rafraîchissant. Comme je le disais aussi dans mon top Marvel DC Comics, je suis assez déçu des résultats du film. Et ces résultats au box-office dans pas mal de pays dans le monde, y compris en France. On n'a pas la même culture comics qu'aux États-Unis, ça se voit avec ces chiffres. En tout cas, sachez que ce film parlera à tout le monde, que ce soit les petits ou les grands. Que c'est bien plus mature que ce que certains peuvent penser et qu'il faut donner autant de crédit à ces films d'animation qu'aux films live.
Ce Spider-Man est aussi très surprenant dans son histoire, blindé de références et rappelant les belles heures de Peter Parker dans les comics ou au cinéma. La suite devrait tout de même arriver et j'ai vraiment hâte de voir ça parce que c'est bluffant. En plus, il s'agit de la première mise en avant de Miles Morales qui est un super Spider-Man et je suis déjà pressé de le retrouver, que ce soit dans ce film d'animation, dans le Spider-Man sur PS4 et aussi potentiellement dans le Marvel Cinematic Universe. Donc oui, Spider-Man Into the Spider-Verse dans son titre original est le meilleur film de super-héros de l'année, mais aussi le meilleur film d'animation. Il serait peut-être temps que Disney arrête de choper l'Oscar du meilleur film d'animation chaque année, non? Ça commence à chauffer, on attaque la deuxième place de ce classement, et elle sera pour l'une des expériences les plus ouf que j'ai pu découvrir dans une salle de cinéma. Et je parle bien sûr de Climax. C'était traumatisant. Je sais même pas comment vous vendre le truc, parce que tout ce que je vais dire va vous inciter à ne pas le voir. C'est déroutant, difficile à regarder, ultra viscéral, à vomir à certains moments, mais tellement immersif. Et si vous êtes passé à côté de Climax, bon déjà de 1, vous avez loupé l'une des plus grosses expériences de l'année, parce que oui, c'est pas un film que tu vas te mater un dimanche à 16h sur ton canapé avec ta meuf. C'est une œuvre à voir au cinéma. Et avant de continuer, si jamais le film est de nouveau projeté ponctuellement en salle, je vous invite vraiment à être curieux et à aller le voir. Parce que c'est ça, c'est un film à vivre, tant l'immersion est forte. Que ce soit grâce à sa musique. Parce que oui, on a vraiment cette impression de faire partie de cette soirée qui part totalement en couille. Il y a un moment quasiment au bout d'une heure de film où la musique va s'arrêter, coupure d'électricité. Et c'est ultra choquant, tu le sens de suite parce que ça fait 1 heure que la musique tape dans ta tête. On est vraiment, avec tous ces gens, on est vraiment à cette soirée. Et la réalisation de Gaspard Noé. C'est bien simple, je n'ai jamais vu de plan séquence aussi long avec des mouvements de caméra aussi what the fuck. Ça part dans tous les sens et donc ouais aussi cette caméra qui va commencer à avoir des mouvements un petit peu improbables. On a nous aussi cette impression d'être torché et c'est ultra déstabilisant. Et sinon oui, je ne suis pas revenu dessus, mais Climax est bel et bien choquant. La soirée part littéralement en couille, ça dure 1h30, c'est éprouvant, et c'est l'image exacte de la soirée que je ne veux jamais vivre dans ma vie. J'aime être en soirée, mais alors là c'est totalement inhumain. Si vous n'avez pas vu le film, je sais pas comment est-ce que vous pourrez le récupérer, mais j'espère que vous vivrez cette expérience. C'est un film immersif, et vous ressentirez forcément des choses, sauf si vous n'avez pas de cœur, et un balai dans le cul. Bon, on arrive à la fin, et ça va être un peu plus long que mes flops 2018 que je vous invite aussi à aller voir. Alors comme promis, je souhaite mentionner pas mal de films que j'ai adorés cette année, mais qui ne sont pas dans mon top 10, donc on va faire ça rapidement. BlacKkKlansman pour son final très dur, Le Monde est à toi parce que c'est français, parce que c'est bien, parce que c'est une comédie, et ça change de toutes les comédies de merde qu'on se tape chaque année. The Guilty, film danois très intéressant qui nous prouve qu'avec seulement un acteur, un téléphone et 2 pièces, on peut faire quelque chose de très intéressant. Le Grand Bain, l'un des meilleurs films français cette année, porté par un casting 4 étoiles. Under the Silver Lake, que je dois revoir une seconde fois. Infinity War, parce que c'est un orgasme pour tous les fans du Marvel Cinematic Universe. A Star is Born, qui, je l'espère, aura quelques nominations aux Oscars. Et Lady Gaga est sublime. Pentagon Papers, le second très bon Spielberg de l'année. Moi, Tonya, mon premier coup de cœur de l'année. Les Heures sombres, parce que Gary Oldman. Hérédité pour son ambiance et ses mystères. Free Billboards pour les performances d'acteurs. Astérix, le secret de la potion magique, parce que Alexandre Astier. Les 20 premières minutes de la balade de Buster Scruggs, qui sont vraiment excellentes, qui sont super drôles, et je vous pousse à aller sur Netflix pour voir ça. Et The Greatest Showman, qui fait partie de la création de la chaîne, qui m'a en quelque sorte poussé à aller acheter une caméra et à aller crier sur tous les toits que j'aime tel ou tel film. Parce que même si The Greatest Showman n'a rien d'un film de l'année, la bande originale est super et je l'écoute encore très régulièrement aujourd'hui. D'ailleurs, comme beaucoup de mes amis. Donc voilà, et là je ne sais pas si vous avez mon film préféré de l'année. Avec les 9 longs métrages dont on a déjà parlé, plus là tous les films que j'ai mentionnés, ça réduit quand même vachement le champ des possibles. Mon top 1 de 2018 est un film qui m'a totalement ébloui par sa justesse technique et par le professionnalisme de toutes les personnes qui ont bossé dessus. Il s'agit de L'Île aux chiens. Et il se peut que je sois un des seuls cette année à mettre L'Île aux chiens en tête de top et j'en suis très fier. Il y a des années où avec Mad Max ou encore La La Land c'était assez évident, mais cette année c'était assez ouvert. Donc oui, L'Île aux chiens parce que Wes Anderson est exceptionnel, parce que ce mec me surprend à chaque film, parce que je suis un amoureux du Grand Budapest Hotel et que je pensais pour Wes Anderson qu'il allait être difficile de me surprendre encore une fois. Mais ouais, L'Île aux chiens est un nouveau coup de cœur artistique. Et ça dès la scène d'introduction. Et cette alliance de l'animation, la fluidité des mouvements, le rythme de la musique encore une fois d'Alex
Alexandre Desplat. Une très belle année pour lui. D'ailleurs c'est drôle parce qu'on retrouve aussi des sifflements comme dans La Forme de l'eau. Je vais parler un petit peu du film et ensuite je vais vous balancer pas mal d'images de making of parce que vraiment c'est ce qui me rend totalement ouf. Donc déjà oui, on retrouve la patte Wes Anderson et si vous avez déjà vu Fantastic Mr. Fox, vous allez reconnaître de suite cette patte. Mais on va aussi retrouver tout ce travail sur le cadrage et sur la symétrie des plans, propre à beaucoup de cinéastes dont bien sûr Wes Anderson. Et j'aime les plans symétriques, j'ai des tocs, c'est comme ça. Le film est aussi très drôle, que ce soit grâce à certains humains ou alors des chiens qui servent à apporter de l'humour, mais aussi et tout simplement grâce au design des chiens qui en plus d'être mignons, et vous arracheront un sourire à chaque fois que vous les verrez bouger et interagir avec vous. Le film est aussi bien plus profond que ce que l'on pourrait imaginer au premier abord. C'est poétique mais ça n'en reste pas moins politique et cynique. Et bien sûr, on en vient à la technique. Mais L'Île aux Chiens, c'est une équipe de 12 sculpteurs pour créer les marionnettes. Jamais ce chiffre n'a été aussi grand. L'Île aux Chiens a demandé 2 ans de travail, 130 000 photographies, 240 décors, 1000 marionnettes. C'est aussi 27 animateurs plus 10 assistants pour leur donner vie. Et bien sûr encore une tonne de personnes qui sont de même sur la création de cet univers. Des responsables de la peinture, d'autres des cheveux, qui sont d'ailleurs pour ces derniers aussi chargés d'implanter des millions de poils de chien dans les sculptures. Tout ça pour donner vie à ces marionnettes que l'on va filmer de très près en stop motion, et modifier légèrement leur position à chaque image prise pour créer leur mouvement. Pour en revenir à la peinture, nous comptons des centaines de personnages avec des visages interchangeables. Et vous savez quoi, nous avons des visages qui ont des taches de rousseur par exemple. Ce qui veut dire qu'au niveau de la peinture, il fallait réussir à reproduire les mêmes taches de rousseur, au même emplacement sur plusieurs visages du même personnage. Tout a été travaillé pour que les personnages soient le plus crédible possible, en analysant aussi les réactions des chiens dans la vie réelle pour retranscrire cela dans le film. D'ailleurs, les voix des chiens ont été enregistrées en amont, ce qui change absolument tout, puisque les animations ont dû se calquer sur les enregistrements des voix, et non l'inverse. Les personnages sont nés du casting vocal, un casting 4 étoiles dont la com s'est fortement reposée dessus. L'Île aux Chiens est aussi hyper variée dans ses décors, nous offrant autant de couleurs que lorsque vous ouvrez un paquet de M&M's. Et la comparaison pue la merde parce qu'il n'y a pas autant de couleurs, mais vous avez compris. L'Île aux Chiens a été créé avec le cerveau de Wes Anderson, mais aussi avec les mains de toutes ces personnes qui ont réalisé un formidable travail d'orfèvre. Je pourrais rester des heures devant ces images et admirer la technique de toutes ces personnes, c'est vraiment un travail de fou. Vous pouvez retrouver toutes ces images sur YouTube et je vous invite vraiment à jeter un coup d'œil si ça vous intéresse. Donc L'Île aux Chiens, c'est le projet de 2018 qui m'a mis sur le cul. C'est monumental comme charge de travail et je trouve ça beau que ce film existe. C'était parfois une semaine de travail pour une dizaine de secondes de film enregistré. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. C'est beaucoup de courage, beaucoup de talent et aussi beaucoup de folie, et je suis littéralement fasciné par ce projet, donc voilà, c'est mon top 2018. Bon bah maintenant, je vais m'éclater au montage, hein. Comme d'habitude, maintenant c'est à vous de me dire quel est votre top 10 et quels sont les films que vous avez le plus apprécié cette année. Dites-moi aussi si vous êtes d'accord avec mon top ou pas. C'est naturellement la dernière vidéo de 2018 et comme d'habitude, je vous invite à la liker, à la partager, à vous abonner, tout ça. Je vous rappelle aussi que j'ai sorti hier mes flops 2018 que je vous invite à aller voir aussi si vous ne les avez pas déjà vus. Et encore une fois, je voulais vous remercier pour le lancement de ma chaîne qui a débuté donc cette année. Vous remercier pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos partages. Merci de faire vivre la chaîne. J'espère que ça continuera en 2019 et qu'on va tout casser. Je vous dis encore une fois à très vite et merci à tous.